15 آذار 2015 عدد النازحين مليون. 15 mars 2013, 2 millions de réfugiés. ماذا يحمل معهم النازحون؟ Qu'emportent-ils avec eux? En hâte, ils ramassent ce qu'ils peuvent de leurs affaires. La plupart d'entre eux les mettent dans des sacs en plastique, déchirés comme leur vie, anciens comme leur peur. Ou peut-être les emballeront-ils dans un drap. Peut-être n'auront-ils pas le temps d'enfiler même leurs chaussures. Les réfugiés fuient la mort, mais ils entendent ses pas résonner derrière eux. Ils courent avec leurs sacs et l'espoir de revenir. Ils dépasseront les frontières, découvrant que tout ce qu'ils ont emporté est tombé de leurs sacs troués. Ça s'est mis sur pied avec une vingtaine d'associations douarnenistes. Donc un grand merci à tout le monde et on espère que ce soit juste un moment pour faire ensemble. Mais on réfléchit tous ensemble à comment on peut continuer à accueillir des gens sur cette ville et être fidèle à la tradition d'accueil de Douarnenez. Et on ne va pas simplement attendre les ordres de la préfecture là-dessus. Voilà, je crois qu'on est capable à notre niveau aussi. Nous avons souhaité nous retrouver pour partager nos inquiétudes et notre solidarité. Solidarité avec toutes les personnes visées au lendemain du 13 novembre en raison de leur appartenance réelle ou supposée à une religion, du fait qu'elles soient étrangères ou en raison de leurs caractéristiques physiques. Solidarité avec les personnes qui se sont manifestées contre l'état d'urgence, celui-ci étant une opportunité idéale de mettre sous silence le désir de milliers de gens de s'exprimer et s'approprier les questions d'environnement et d'aménagement de territoire, de leur vie en somme. Solidarité avec celles et ceux qui veulent descendre dans la rue sans rester sur les trottoirs. Solidarité avec les personnes perquisitionnées, assignées à résidence, auditionnées librement, contrôlées, fichées, gardées à vue, condamnées, enfermées au nom de la défense nationale. On envoie plein d'informations super graves aux citoyens et sans leur donner les clés pour agir. On veut les déposséder de leur capacité d'action. C'est ça, moi, qui me révolte le plus, quoi. Alors qu'on pourrait faire beaucoup ensemble. Voilà, donc d'un côté, on joue sur la corde sensible, on montre des choses atroces, les gens qui meurent en mer, enfin voilà, tout ça. Et puis que d'un autre côté, dès que les citoyens essayent de s'en occuper, on leur montre bien que non, que c'est pas eux de le faire, quoi. Donc c'est qu'on se sent un peu coincé, alors qu'on l'est pas, alors qu'on peut carrément se mettre ensemble et agir, quoi. Mais qu'on essaie de nous voler ça. C'est ça, moi, qui me révolte. Là, on vit dans une situation où on a l'impression de vivre avec des gens. Les étrangers, c'est nous-mêmes. Les étrangers, c'est les Français aujourd'hui. C'est-à-dire chaque Français dit, mais je ne connais pas mon voisin, j'ai peur de l'autre, les Français sont comme ci, les Français comme cela. C'est-à-dire qu'on ne se connaît plus soi-même. On ne se fait plus confiance. Et voilà, on est en état d'urgence contre soi-même et c'est pas possible, ça. Qu'on fasse une hiérarchie dans la mort. Alors bien sûr, les morts du Bataclan, c'est important, c'est près de chez nous et tout ça. Mais pour moi, c'est les mêmes morts. Ceux qui meurent à Beyrouth, ceux qui meurent dans la mer en essayant de la traverser, ceux qui meurent à Bamako, ceux qui sont victimes du même conflit, en fait. Il y a des communes, il y a des citoyens qui prennent des initiatives pour l'accueil de migrants, l'accueil de réfugiés. Et notamment Poulrezic qui a commencé à travailler sur la question. Donc c'est un travail qui a été commencé depuis le mois de septembre. Donc c'est un appel à la population qui a été fait. Et aujourd'hui,
un groupe de travail s'est constitué. On a environ 35 personnes qui aujourd'hui sont mobilisées pour tenter de voir comment on peut faire pour accueillir du mieux possible. Et je pense que c'est quelque chose qui fait son cheminement, même si j'entendais dire qu'on avait tendance à un petit peu oublier. Je ne suis pas convaincu. Aujourd'hui, on sait que ça y est, ça rentre dans les mœurs et je crois que la population, petit à petit, sera volontaire pour accueillir donc ces migrants. Qui a fait les photos? Ah bah justement, on ne sait pas. Ça appartient au KNK, là, je vais vous montrer le Congrès national du Kurdistan. C'est ça les photos. D'accord. C'est à Paris. Paris. Rue Lafayette, là où il y a eu les événements dont vous avez sûrement entendu parler. Vous pouvez prendre un. Vous l'avez eu? Non? Vous voulez prendre un? Oui. Pour moi, ça avait beaucoup de sens d'être là aussi aujourd'hui, aussi par rapport à la situation des Kurdes. Elle est assez directement liée à ce qui est pensé et fait ici en termes de guerre, en termes de rapport au terrorisme. Il y a une opération de destruction de Silvan. Silvan, dans son passé aussi, c'est un lieu mythique. Même si les populations s'étaient évacuées, tout ça, mais là, la lutte des Kurdes, en Kurdistan dans l'ensemble, il y a 3-4 villes. Si on élimine, l'armée turque pense qu'il n'y aura plus de résistants. Et Silvan fait partie de ça, de son histoire. Quand des gens mettaient des logos affichés en disant il y a une opération pour détruire Silvan, je me disais... Ils utilisent des mots forts, hein, quand même, le gouvernement turc ne peut pas, au moins officiellement, politiquement parlant, il y a trop d'enjeux. Eh bien si, les gens disaient en Kurdistan, quand tu vas aller voir ta maman, tout ça, tu dis à tes enfants, eux, ils ne connaissent pas, parlez pas kurde, dites pas que vous êtes kurde. Je trouvais ça très triste, parce que j'ai grandi aussi à Mersin, c'est une ville qui était pas mal engagée de gauche. Autant de nationalisme, autant de division, et autant de pression sur le peuple kurde. Voilà. C'est pour dire juste qu'il y a la guerre, des gens, ils sont entre les deux feux, ils ne savent plus que faire et ils disent où aller. J'ai une cousine qui dit où aller. Aller à Istanbul, je suis déjà allée, je n'ai pas pu, je reviens. Comment faire? J'ai qu'un fils, 17 ans. Ou c'est l'armée qui va tuer, ou le petit, à force de garder dans la maison, il n'y a pas d'école, tout ça, parce que partout est bombardé, il va monter sur montagne. Les enfants qui prennent des armes, c'est pas normal non plus dans ce sens-là. Voilà, il n'y a pas d'autre choix. Quand tu ne peux pas quitter 9 jours chez toi, avec des jeunes, tout ça, comment tu passes le temps? Nous, on est toujours dans la guerre. Tu connais, on est toujours grâce à la Turquie. C'est grâce à la Turquie qu'on était comme ça. Ouais. Ils vous ont poussé à bah vous... Oui. Est-ce que vous avez une idée à propos des conditions de droits humains en Turquie ou est-ce que vous suivez un petit peu ça, oui. Evet, takip ediyoruz. Kendi içerisinde kaç şeyi barındırabiliyor o yönlü çalışmaları var? Combien de réfugiés? Oui, oui. Combien de réfugiés vous pouvez accueillir dans votre commune? 3 familles. 3 aile. On a trop attendu. Biz çok bile bekledik yani. 3 familles. Très bien. Un c'est un. Oui, Deux tout c'est à fait. deux. Voilà. Türkiye'de de gazeteciydim. Il était journaliste en Turquie aussi, son métier. 7 yıl yazdıklarından dolayı cezaevinde yattı. Il a fait 7 ans en prison à cause de son métier, les écrits qu'il a fait, les écrits. Sonrası da buralara. Et après, il a fugué, il est venu ici après prison. Et vos objectifs?
Sizin objektifiniz? Tüm özgürlüklere benim amacım, tüm Mon objectif, hakların, mes özgürlüklerin objectifs, sağlanması. la liberté de tous les peuples. Moi, je suis arrivée en France il y a à peu près 6 ans. Alors, je suis arrivée pour faire mes études. Et c'est arrivé qu'il y a la révolution en Syrie, qui a tout changé après. Il a changé tous mes plannings, parce que pour moi, je suis venue ici, faire des études, revenir après en Syrie, enseigner, je sais pas, faire mes rêves là-bas. Sauf qu'après la révolution, tout est dégradé petit à petit et aller plus en plus dans la violence et dans des conditions qu'on ne voulait pas. Genre, ce qu'on appelle la guerre aujourd'hui, ce que j'aime pas vraiment le croire. J'aime pas croire qu'il y a la guerre en Syrie. J'aime juste croire qu'il y a des intérêts internationaux qui jouent le rôle maintenant en Syrie pour faire le bordel, en fait. Pour moi, Daesh, c'est un résultat de plein de laboratoires internationaux. Genre là, je rajoute ça toujours, que dans les films américains, on voit les monstres qui sortent et c'est les laboratoires qui sortent ça en fait. Et je pense que ce laboratoire international, il a sorti un monstre et ce monstre-là, un jour, il est devenu plus grand, alors ils vont le détruire. Et ça, je m'en doute pas. Daesh, elle ne va plus exister parce que c'est une création qui va partir. Mais c'est le peuple syrien qui part avec et c'est la terre syrienne qui se détruit en même temps. Alors c'est ça ce qu'il faut penser. Eux, ils gèrent leur guerre dans notre pays. Et après, ils n'acceptent pas que les civils viennent chez eux. Alors c'est un petit peu... c'est trop pas juste en fait. Vous faites votre guerre chez nous et vous n'acceptez pas de sauver les civils. Parce que si on détruit la civilisation syrienne, c'est dommage quand même. Merci. À vous. Est-ce que tu voudrais bien regarder l'objectif de la caméra 10 secondes fixement? Moi, je fais un documentaire là sur des boat people qui sont arrivés en Centre-Bretagne au début des années 80, dans un village de 800 habitants. Ils sont arrivés, la première vague, ils étaient 21, donc pour 800 habitants, c'est quand même énorme. 4 ans plus tard, parce que l'accueil avait été très bon, ils étaient 50. Alors avec toutes les naissances qu'il y a eu en plus, donc moi j'étais à l'école avec c'était des Mongs du Laos. Donc sur l'effectif de mon école, il y avait un tiers peut-être pas un tiers, mais un quart d'Asiatiques. Et aujourd'hui, les témoins que j'interviewe pour savoir comment s'est passé cet accueil, cette intégration, cet exil, mais surtout cet accueil. Et les mamies, elles disent, mais c'est ça la solution, c'est tous ces villages qui sont en train de se désertifier, avec des services publics qui tombent en désuétude et des écoles qui ferment. Et la solution, c'est d'accueillir ces réfugiés. Et plein d'études le prouvent que d'ici 50 ans, on aura besoin de main-d'œuvre parce que notre modèle économique va s'effondrer et qu'on ne fait pas assez d'enfants et que ces réfugiés, finalement, c'est une chance. Et ça, ce message-là, évidemment, quand je le dis, tout le monde me regarde avec des grands yeux. Il y a des choses que l'on pense savoir sur les autres. Il y a toujours des choses que l'on pense savoir au sujet des autres. Il y a des choses que l'on pense savoir sur les autres. Parce qu'ils sont. Il y a des choses que l'on pense savoir sur les autres parce que l'on a en tête un catalogue d'images prêtes à l'usage. Il y a des choses que l'on pense savoir au sujet des Africains, des musulmans, des Asiatiques. Il y a des choses que l'on pense savoir au sujet des autres parce que l'on les plonge dans la multitude. Il y a des choses que l'on pense savoir au sujet des autres
parce qu'il y a dans nos têtes un petit espace prédestiné où ranger chacun des autres par famille. J'ai été 2 mois au Kurdistan irakien pour travailler comme journaliste. Et donc Calais, ouais, je me disais, là on est quand même en France et ça pue. Ça c'était au mois de juillet. Ils étaient 2000, ils arrivaient encore à passer en Angleterre. On arrivait assez facilement à discuter avec eux. Quand on disait qu'on était française, il n'y avait pas un rejet, ce qui n'a pas été le cas il y a quelques semaines. Donc voilà, en juillet, voilà, je reviens, moi j'habite Plouguerneau, je reviens en Nord-Finistère et je me dis, waouh, là il se passe un truc qui est à la fois pas cool et qui est un peu une grosse honte pour la France. Moi, juste avant, j'ai interviewé un médecin du côté de Morlaix qui est parti pour une mission humanitaire de 15 jours à Calais et qui dit qu'ils n'ont jamais vu ça. C'est-à-dire qu'ils sont allés en Afghanistan, ils sont allés en Irak, ils sont allés en Syrie, ils sont allés au Liban, dans les camps de réfugiés, de déplacés. Ils n'ont jamais vu ça. Il faut imaginer que cette jungle, c'est 6000 personnes avec des commerces, des discothèques, une bibliothèque, des églises, des mosquées. Enfin, la vie s'organise. Mais en même temps, il y a une espèce de violence latente parce qu'ils veulent tous passer en Angleterre, parce qu'ils parlent tous très bien anglais, mieux que nous souvent. Que ces gens-là, moi, on a rencontré des chirurgiens, des architectes, qu'on les regarde comme des miséreux, mais qui ont un niveau d'éducation qui est supérieur au nôtre et qui sont dans des conditions juste inimaginables. Et vraiment, j'insiste sur le mot inimaginable parce que si on n'a pas vu, on ne peut pas s'en rendre compte. Après, il y a des Anglais et des Belges qui sont absolument formidables. Je pense à des nanas des working girls habillées comme des princesses dans la jungle qui sont juste sublimes, alors que nous, on n'était pas sublimes quand on est allés dans la jungle, mais elles sont sublimes. Elles sont venues pour 5 jours, ça fait 5 semaines qu'elles sont là. À l'auberge des migrants, c'est une usine à gaz. Enfin, les Anglais, c'est des machines de guerre. Les petites nanas, elles arrivent avec leur 205, elles mettent de la musique à fond, tout est amazing. Et du coup, elles mettent de la joie dans cette jungle qui... en fait, c'est ça qui est génial. Et aujourd'hui, moi, en fait, ce que j'aimerais, c'est que nous, Français, on prenne exemple sur ces Anglais et ces Belges et qu'on ait plus ce regard, qu'on ne regarde plus ces gens comme des miséreux, mais comme des gens qui sont souvent exceptionnels, qui ont tous des histoires exceptionnelles, mais toutes leurs histoires sont exceptionnelles et qu'on ait vraiment ce regard des Anglais et des Belges qui s'adressent juste à des gens qui sont égaux et voilà. Il ne faut pas abandonner, c'est tout. Il faut tenir jusqu'au bout. Il ne faut pas se sentir fatigué, épuisé, tout ça. Il faut toujours trouver la force, l'espoir et continuer. Ici, toutes les assos, ils te renvoient de l'énergie, quoi. Ça veut dire... moi, j'avais juste lancé un appel. Il y a 20 assos qui sont venus à la première réunion. Et après, ça roule, même si évidemment que ça râle des fois. Parce que je dis, mais celui-là, il se démerde, voilà. Mais c'est venu de partout, il y a des gens qui appelaient. Marna, là, qui est malgache, elle appelle en disant je voudrais faire 3 chansons. Il y a des gens qui appellent en disant je voudrais faire un gâteau à la citrouille, comment je fais pour soutenir, etc. Voilà. Ça venait vraiment dans tous les sens, quoi. Et donc après, ça roule, c'est facile. Et je pense juste que fabriquer ensemble les choses, c'est-à-dire se taper un chantier, se taper de la peinture, de la couture... Fabriquer, ça permet de réfléchir ensemble aussi et puis de ne pas rester les bras ballants en disant putain c'est terrible ce qui arrive en ce moment. Il y a plein de gens, j'entends plein de gens dire je suis déprimé, mais quand tu as un pinceau dans la main, tu es moins déprimé déjà. Vous avez envie de chanter ou pas? Tu peux? Laissez aller le petit papier, à l'occasion, papier chiffon. Puisse-t-il un soir, papier buvard, vous consoler? Laissez brûler le petit papier, à l'occasion, papier chiffon. Qu'un soir il puisse, papier maïs, vous réchauffez la laissez glisser papier glacé, les sentiments
papier collant, ça impressionne, papier carbone, mais c'est du vent. Machin, machine, papier machine, faut pas se leurrer, papier monnaie. Celui qui touche papier chou, la moitié fou. La 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 la. La 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 la, allez, la la la, la 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 la, un peu d'amour papier velours et d'esthétique papier musique, c'est du chagrin papier dessin. Avant longtemps, laissez brûler le petit papier, papier de riz ou d'Arménie. Puisse-t-il un soir, papier buvard, vous consoler.